Hiatus, ou la biographie implosée. Premier temps du premier jour. La mort enfonça sa voyelle dans ma gorge. Je criais. J'étais né. Mère, maman me prit dans ses bras. Je posais mes menottes sur son cœur. J'étais enchaîné à elle pour la vie. Je suis né sous un ciel sans étoiles parce qu'elle était sur mon cœur, parce que des messieurs voulaient ça, qu'il n'y ait pas d'étoiles dans le ciel, mais des avions dans le ciel, et qu'une étoile soit mise sur mon pullover à la place de l'étoile, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire quand on avait un hiatus dans son nom. Ce hiatus qu'on avait à l'intérieur, il fallait le montrer à tout le monde, à l'extérieur, parce qu'il était dégoûtant, il donnait le hoquet. UI. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en bon français? Surtout pas de la poésie. J'en connais qui font la traque au hiatus avec un ordinateur, de la purification syllabique, parce que le hiatus leur donne des boutons, alors ils les pressent. D'ailleurs, il y a trop de boutons. Le hiatus est dangereux à cause de la pression. Il est dedans, il est dehors, l'un contre l'autre. Il est partout. Si j'avais été shérif, j'aurais mis la tête du hiatus à prix. Mais j'étais encore trop petit. Pensez donc, j'en étais encore à croire qu'une fermeture éclair était une voie ferrée sur laquelle circulait une locomotive. Je n'avais pas encore vu de film américain et je ne savais pas que le représentant de la loi pouvait sauter du train en marche après avoir plombé tous les wagons. On avait bien tenté de rendre plus gai mon hiatus avec un jaune vif. Mais dès que je l'épinglais sur le cœur, allez savoir pourquoi, le jaune était plus mort que vif. J'avais cette mauvaise mine tout simplement parce que j'étais tombé dans une bassine d'eau bouillante pour préparer la guerre et me brûler avant tout le monde. Et on m'avait conduit à l'hôpital avec mon hiatus afin de changer de peau. C'est peut-être cela qui m'a sauvé la vie. J'ai changé de peau, je m'en souviens, c'est écrit en cicatrice à beaucoup d'endroits. Mais je suis rentré à la maison avec ce même nom de famille, inflammable, si bien que le problème débattu au saloon était toujours le même. J'aurais dû me méfier de l'eau sur le poil, ne pas lui tourner le dos, comme Dustin Hoffman dans Little Big Man, mais j'étais trop petit, je n'allais pas encore au cinéma. En outre, je ne savais pas lire que j'étais de l'hébreu consonantique pour les autres. Sinon, j'aurais compris que passer à proximité de 3 voyelles bouillantes représentait une imprudence suprême, une faute professionnelle. 3 voyelles contre UI. L'eau avait l'avantage. Encore aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que je suis tombé dans la bassine. Je pense au contraire que c'est l'eau du poil qui m'a attaqué. A attaqué un hiatus. Elle s'est jetée sur moi. Oh oui. Je me le rappelle très bien, même si je ne m'en souviens pas. Personne n'a crié « Attention », pas même le miroir qui aurait dû me refléter la scène avant qu'elle ne m'agresse. Non, je vois en levant la tête de grands rayons lumineux dans le ciel, de la géométrie dans l'espace. Je dresse les oreilles pour entendre le bruissement des séquentes et l'eau du poil me saute dessus, par derrière. Pour toute arme, je n'ai qu'un pull en laine. Et plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je me repens de n'avoir pas crié « Moher » en avance sur l'horaire. On a découpé la peau avec des ciseaux. Découper la peau avec des ciseaux. Remarquez cette collaboration d'avant-guerre, du P avec O, de la peau avec des ciseaux. Du coup, j'ai perdu la foi en mon étoile. Enlever le pull, c'était un sacrifice, mais prendre la peau avec, c'était un hiatus. J'aurais dû me méfier. Non. Tout cela n'est pas tout à fait vrai. Je mens comme je respire pour respirer tous ceux qui ne mentent plus.
C'est vrai que l'eau du poêle m'a attaqué et que l'on a déshabillé ma peau pour de rire, mais ce n'est pas vrai que j'ai mis une étoile plus morte que vive sur le pullover en laine que je n'avais plus puisqu'on l'avait découpé avec la peau. J'ai voulu imaginer ce que cela aurait pu donner de porter une étoile gratuite plus morte que vive sur un habit, mais tout ça, je le sais. Je suis trop vieux, je ne peux pas raconter comme si je ne le savais pas. Quand on porte une étoile gratuite plus morte que vive, on ne se montre pas en public, on se recroqueville dans un coin, on tire le rideau, on se casse les dents sur le pavé parce qu'on a raté sa naissance. À un nom près, je n'aurais pas été moi. Je ne me serais pas cassé les dents avant d'en avoir. En vérité, mère-maman a rencontré des humains. C'est une espèce en voie de disparition, comme les Martiens, sauf que les Martiens n'ont jamais existé jusqu'à preuve du contraire, alors que des humains, mère-maman en a rencontré en France, des humains, avec un nom propre. Pourquoi elle, mère-maman, a-t-elle rencontré des humains et pas des millions d'autres mères-mamans avec un foulard sur la tête, comme les interdites d'aujourd'hui, pour cause de foulard sur la tête, qui ont un foulard sur la tête qui fait hiatus à leur visage, qui a perdu la tête. Je crois qu'on rencontre des humains quand on est humain soi-même. Je ne veux pas dire que les hiatus veldivé de force n'étaient pas humains, mais ils étaient humains entre eux, comme celles qui portent le foulard sur la tête aujourd'hui pour savoir où parler entre elles à propos du foulard. Peut-être restaient-ils entre eux justement parce qu'elles étaient trop humains entre elles et qu'elles ne savaient pas que le miroir allait refléter les scènes qui montrent que l'humain est rare quand l'humain est nombreux, surtout par temps couvert. C'est le problème des pays jeunes, ils n'ont pas le temps de vieillir, ils se cassent les dents avant d'en avoir. Nous, on n'est pas mieux. Une victoire à Stalingrad et on croit à l'égalité à cause de la victoire à Stalingrad, parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas besoin de 36 raisons pour se mouvoir. D'abord on s'émeut, puis on se meut sans savoir. On n'est pas mieux. Il était Stalingrad à notre radio-réveil et on a confondu l'humain avec le temps qu'il faut pour devenir humain. On s'est trompé parce qu'on croyait que l'addition humain plus humain plus humain plus humain plus humain s'additionnait. On ne savait pas que l'addition de trop d'humain devient une soustraction de l'humain. Il fallait apprendre les contradictions, mais pour apprendre, il faut s'arrêter et donner de son temps. Les jeunes sont trop remuants. Ils bougent tous ensemble dans une seule direction. Ils suivent l'air du temps, ils additionnent leurs mouvements, mais soustraient leur personne comme le cyclope avec Ulysse. Ils ne voient pas ce qui crève les yeux. Ils n'en parlent même pas entre eux. Ils n'obéissent à personne. Personne ne savait qu'ils étaient humains, car ils étaient humains dans leur quartier, à l'abri des regards, à leur compte, autour de leur marmite, mais surtout pas en bande. Mère-maman fut humaine en banlieue, loin des autres hiatus, par bout du mélange et de la périphérie. Elle ne s'était pas additionnée. Elle parlait fort parce qu'elle était russe et qu'elle n'avait pas peur de son accent. Elle avait beaucoup voyagé, la Chine, la Mandchourie, Shanghai, Berlin, et elle racontait des histoires orientales à qui voulait l'écouter. Elle donnait à manger et à boire pour obliger son auditoire à dormir debout. Quand on entrait chez elle, on ne pouvait plus repartir. Même ceux qui parlaient bien le français, parce qu'on s'était éloigné de la montre-bracelet et que le métro avait perdu sa correspondance. Alors, on dressait un lit et on passait la nuit.
papa était un hiatus allemand. Je crois que c'est plus compliqué que le hiatus français. Il s'était engagé dans la Légion étrangère pour combattre son pays natal, preuve qu'on ne peut pas faire confiance au hiatus, surtout s'il parle plusieurs langues. Il retourne contre vous une langue qui n'est pas la vôtre. Il était parti en Afrique du Nord, à Sidi Bel Abbès. C'était encore l'époque des Maghrébins et de l'amabilité, parce que c'était la guerre. Mère, maman était restée seule avec ses 5 enfants et ses 12 voyelles UI. Quand mère, maman se présenta au commissariat pour commander des étoiles vives pour toute la famille, un policier humain lui dit qu'il était en rupture de stock, avant de la prier poliment de rentrer chez elle et de faire ses bagages pour de grandes vacances à l'étranger de son propre pays. Un coiffeur humain, M. Albert, s'occupa du reste. Second temps du lendemain. Nous sommes sur le quai d'une gare. Il fait nuit et M. Albert me tend un oreiller blanc. Je ne sais pas ce que c'est qu'un souvenir nocturne, mais cet oreiller blanc, je ne vais plus l'oublier. Il représente un miracle parce que M. Albert m'appelle par mon prénom. Ensommeillé entre mes 2 voyelles, je me demande comment un oreiller blanc peut surgir dans une gare et m'être tendu par une fenêtre baissée. J'ignore que cet oreiller blanc va me sauver d'un avenir chauffé à blanc parce que je ne connais pas la solution finale et préserver aussi le souvenir de M. Albert. Premier humain rencontré, humain coupant les cheveux, humain faisant de la résistance et à qui je dois la vie. Que Dieu, qui n'existe pas, le protège lorsque je pense à lui. Le train a dû rouler le long de la fermeture éclair. On allait vers les odeurs et vers les bruits, l'odeur des pêches et le bruit des cigales. Quand je ferme les yeux, j'entends le milieu du champ et la main qui cueille l'imprévoyante sur l'écorce de l'arbre en délaissant les fruits. Le hiatus est béance. Du nord au sud, je dévale une France béante, en hiatus avec elle-même. Le P est devenu Pétain et l'O est devenu Vichy. Les yeux des déportés sont étranges. L'eau de la mort est dans chaque orbite. 2 O. Hiatus visuel du vide cervical, des yeux bouche bée, des yeux aussi bouche bée que la bouche. Moi, je roule vers Marseille et je n'imagine pas que mes 2 voyelles UI puissent être reluquées par la mort en vue d'une transformation corporelle de la vue. Certes, on admettait tous qu'on était des hiatus incapables d'adoucir la consonance, mais pas ces 2 points élargis au sommet de la tête. L'histoire du cyclope nous avait pourtant prévenu qu'à Nuremberg ou à Vichy, on n'accuserait personne. Si c'est personne le responsable, hiatus inconscient, gardez toujours un peu d'argent sur vous pour être prêt à partir. Troisième temps du surlendemain. Père Papa ressemblait à Humphrey Bogart, avec un nez en plus, ce qui lui donnait un soupçon d'avance sur les autres. Quand il revint à Marseille, des droitiers contrariés vinrent le chercher pour lui fournir un nouveau rôle dans une mise en scène originale. J'étais là, dans ce film, comme vous et moi. Il y avait aussi dans le même brouillard une petite fille et une dame que je n'ai jamais connue, figurante dans ma vie, mais actrice principale de la leur. Père Papa a dû m'embrasser, pas comme d'habitude parce que je m'en souviens encore, puis il est parti dans le sens de l'histoire. Nous,
Nous avons emprunté les chemins vicinaux puisque les miliciens avaient emprunté Père Papa, en évitant les routes goudronnées. Il y avait trop d'intentions à notre égard. Je ne savais pas encore que c'était la déclaration d'intention qui faisait l'œuvre d'art, sinon j'aurais immédiatement compris pourquoi il fallait accélérer le pas dans la forêt afin de ne pas entrer au musée dans la fleur de l'âge. À cette époque bénie des hideux, le hiatus était considéré comme un animal de conserve, une tête de cerf recherchée par les chasseurs. On me dit aujourd'hui que la nature a disparu, parce qu'un champ n'est plus un champ, mais une usine de produits chimiques, et parce que la terre est devenue un terrain. Qu'est-ce qui a disparu quand le hiatus, UI, a été exploité comme gisement de charbon? C'est ce que je recherche. Qu'est-ce qui a disparu? Le charbon a disparu, et le champ est devenu une usine de produits chimiques. Mais qu'est-ce qui a disparu que je ne trouve pas dans l'intervalle entre la faucille et le point de l'interrogation? L'interdiction du hiatus en poésie? Faut-il déclarer solennellement que, grâce au camp de concentration, l'utilisation du hiatus comme énergie du langage est désormais permise et que l'on peut écrire après Auschwitz en hiatus? Que l'on doive même exiger le hiatus pour écrire après Auschwitz. Il faut écrire après Auschwitz pour concentrer le non-dit essentiel, pour illustrer l'impuissance linguistique à nommer le désastre avec les mots qui l'ont commis. Aorte pour l'exemple, le petit chat est mort. Je trébuche à l'intérieur du mot qui me porte, et sortant de ce mot, je trébuche à nouveau en heurtant le mot suivant, lui-même en déséquilibre. Rencontre violente, mais tout de même rencontre de ceux qui descendent avec ceux qui montent, les hiatus stalactites avec les hiatus stalagmites. Quatrième temps de la lecture. Jure-les à la mort, la parallèle des rails, les parallèles enfants dévastés, sous les parallèles lieux des mères mortes. Max, la première fois que j'ai lu un texte de toi, c'était Titanic banlieue. Et j'ai été ébloui par le fait qu'il n'y avait aucun hiatus, ce qui est rare, entre la forme et ce qui était dit. Il y avait une sorte de bloc, de style, de littérature. Bon, c'était sur la banlieue, c'est assez différent. Il y a une sorte de bloc qui faisait que tout se tenait parfaitement. Un peu comme dans un tableau abstrait où les choses s'imbriquaient parfaitement les unes les autres. Et voilà que je découvre avec ce texte autobiographique que tout est né d'une série de hiatus finalement. Et que si on inventorie les hiatus qui t'habitent, que tu as vécu, qui te forment, on comprend comment peut surgir Moët, par lequel on est rentré dans ton œuvre, qui n'est pas le texte le plus facile, mais qui est aussi le texte le plus significatif. Alors est-ce que tu peux nous dire, comme ça a priori, quel serait le hiatus fondamental en fait? Le hiatus fondamental, c'est ce qui reste, à savoir que lorsque je prends n'importe quel texte, il y a cette ombre que vous avez essayé de restituer sur la page. Et il se pose le problème de la beauté.
de la délectation. Et notamment en poésie, il m'est difficile d'apprécier une poésie qui ferait abstraction de la catastrophe humaine, j'entends humaine et non pas communautaire, qui a été la Seconde Guerre mondiale. Il s'est passé quelque chose de qualitatif, si on peut s'exprimer ainsi, qui fait qu'on ne peut plus lire les choses de la même façon. Et c'est pour ça que mon premier texte a été Moher, et que dans Moher, j'essaie de donner à voir, à savoir que je me refuse à penser qu'il y a au sein de Moher en apparence des pages blanches, parce que dans les textes de Moher, il y a une partie qui s'appelle la table des matières et qui transparaît au travers du filigrane de papier. Si bien que quand on arrive à une partie de Moher où ce sont des pages blanches, c'est cette ombre portée des tables des matières qu'on voit. À ce moment-là, on est dans l'indicible. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de donner avec le texte d'Attus, mais avec Moher, ça me semble encore plus probant. Parce que on arrive à une page où on voit simplement une ombre. Et on voit l'ombre de ce qui ne peut pas être dit. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si je réponds bien à ta question. Si. Tout à l'heure, on va regarder le livre, parce que c'est un texte, et c'est un objet. Je suis très touché de ce que vous avez essayé de faire avec ce montage, parce que, effectivement, ça démarre par une page blanche, il est comme que ce soit une page blanche, et peu à peu transparaît d'une façon ombrée la table des matières. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans Moher. J'ai lu quelque part que tu disais que, suite à la célèbre phrase d'Adorno, on ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz, tu voulais rajouter, on ne peut plus écrire sur une page blanche. Exactement. Donc ça veut dire qu'on peut encore écrire, mais sur une page ombrée ou une page grise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, c'est-à-dire que cette phrase a été beaucoup critiquée, la célèbre phrase d'Adorno, on peut écrire de poèmes où les barbares écrivent un poème après Auschwitz, et Paul Celan, qui est le très grand poète de langue allemande, a prouvé le contraire. Mais moi, j'ai toujours trouvé que la phrase d'Adorno était extrêmement stimulante, parce qu'elle a été dite, je crois, en 1949, il me semble. Donc, c'était une culmination. Je comprends tout à fait qu'on ait pu écrire cela. Mais avec le recul du temps, ça fait 60 ans, je me suis permis, moi, de compléter, justement. De compléter en disant il est impossible d'écrire un poème après Auschwitz sur une page blanche. Et j'ai essayé de le prouver en nombrant la page. Est-ce que pour toi, j'ai vu que souvent tu évoquais la zone grise, qui vient de Primo Levi, qui parle de tous les intermédiaires qu'il y a eu dans la Shoah, entre les décideurs de l'extermination des Juifs d'Europe, et puis les victimes jusqu'aux petits-enfants, et qu'effectivement il y avait toute une zone grise entre les deux, du fait même de l'organisation concentrationnaire et l'organisation de l'extermination. Est-ce que tu fais un rapport entre cette zone grise de l'organisation et la zone grise sur laquelle on peut écrire? Ou est-ce qu'il y a... Je te reprendrai parce que moi je ne vois pas ça. Zone grise de l'organisation, c'est une condensation de la zone grise au sein de l'homme. C'est-à-dire qu'au sein de l'homme, il y a un moment d'indécision où on peut basculer dans le sens de la civilisation ou dans le sens de la barbarie. Et donc, effectivement, le fait que ce soit un lecteur qui prend Moher, qui le lit et qui réfléchit, c'est un peu une forme d'autoportrait. La zone grise n'est pas extérieure à moi ni à personne.
elle est en nous et c'est pour ça qu'il... Et d'ailleurs, pour ma part, je prends les événements de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment cette horreur, comme un étalon. Comme un étalon d'événements. C'est-à-dire qu'on peut très bien mesurer la crise actuelle, la crise financière, à l'étalon de la Shoah. À savoir qu'il s'agit de définir un but précis, gagner le maximum de pognon, par exemple, puis de s'éloigner de plus en plus de la réalité des choses. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, puisque on a atteint le summum de ce que une société humaine, et en plus civilisée, très civilisée, pouvait atteindre, les caractéristiques qui ont permis la réalisation de cette catastrophe sont toujours là. Et dans notre société actuelle, il y a une certaine perpétuation d'éléments qui ont favorisé l'émergence d'une société ignoble. Donc, oui, la zone grise, c'est ce que chacun doit peser au sein de lui-même. Et bon, tu parles aussi de l'ombre portée, enfin de l'ombre de derrière la page. Tu nous as raconté une fois qu'à l'origine de Moher, il y a un peintre de Prague. Tu peux raconter l'histoire, je ne vais pas la raconter à ta place. D'ailleurs, je trouve que c'est presque ton chef-d'œuvre à toi, parce que je travaille dessus, parce que tu as découvert quelque chose au fond. Moher est né d'une rencontre que j'ai faite avec un peintre qui était un peintre honni par le régime communiste et qui est devenu ensuite un peintre très célèbre, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Václav Boštík. Et en 1955, dans la Tchécoslovaquie communiste, ils avaient retrouvé des fiches, et dans une synagogue, il a eu comme mission, comme il était peintre, d'écrire tous les noms qui étaient sur ces fiches, à savoir date de naissance, date de mort, c'était tous les gens qui avaient été envoyés en camp de concentration. Et donc, je me rappelle, c'était à Pantin, on discutait ensemble, je n'avais pas encore écrit Moher, donc ça doit se passer, je pense, en 1991. Et je lui demande, mais combien de noms avez-vous écrits sur ce mur avec, alors, il me dit rien. C'est le plus saisissant. Il prend sur la table une pièce de supermarché et il écrit le chiffre 77 297. Et moi, j'ai gardé cette petite fiche de supermarché avec ce chiffre écrit de sa main, je l'ai rencontré, et je l'ai eu sur mon bureau. Et j'ai été très frappé sur le fait qu'il ne l'ait pas dit, il parlait très bien français. Hein. J'ai été très frappé par le fait qu'il ne l'ait pas dit à haute voix, et ça a été ce qui a enclenché Moher. Au fond, Moher, c'est quelque chose sur l'indicible, sur la fragmentation des phrases, parce qu'au fond, c'est bien souvent que des mots qui se succèdent les uns aux autres. Et comme c'est un peu à la fois historique et biographique, c'est invivable de vivre toujours dans la fragmentation des mots. Donc, il y a des phrases qui surviennent plutôt vers la fin de Moher, qu'on n'a pas entendu, parce que là, on a écouté qu'une partie. Et moi, j'appelle ça les phrases malgré tout. Et donc, on est toujours en malgré tout, parce que il y a un historien qui s'appelle Emil Fackenheim, qui a inventé le 614e commandement. Vous savez, dans la Bible, moi je suis religieux, mais ça fait partie de la culture, il y a 613 commandements. Lui a inventé le 614e, qui est « Tu ne donneras pas une victoire posthume à Hitler ». Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a sorti de la fragmentation. Parce que si je reste
dans la fragmentation les mots les uns dessus des autres sans arriver à la phrase, malgré tout, c'est en quelque sorte privilégier la mort par rapport à la vie. Or, ce serait donc rompre avec ce commandement. Et est-ce que tu es aussi, dans le hiatus très particulier, de ceux qui ont été témoins sans être témoins directement de la Shoah? Tu étais tout petit enfant à ce moment-là. Oui, donc j'étais enfant caché. L'histoire du hiatus a été très, très bizarre. J'étais à la télévision et j'entends notre ministre de la Culture, je crois que sous-secrétaire d'État à la Culture, Françoise Giroud, on visite son appartement, alors on voit une belle toile d'Alechensky et tout ça, et elle parle de son travail, et elle se vante d'avoir un logiciel pour enlever les hiatus de ses textes. Alors là, ça m'a assez rêveur, cette purification syllabique. Je me dis, mais justement, moi je recherche ce qui écorche la bouche, justement, là, à ce moment-là, je dis, mais au fond, moi je suis à l'opposé complet de cette théorie-là, et je recherche au contraire quelque chose qui soit plus mignonne à voir si la rose, hein, c'est plus possible. Et donc c'est comme cela que ce texte est né. tu avais déjà écrit Moël? Oui. Oui. Ça, hiatus est postérieurement à Moël. Et donc ce hiatus par rapport à, tu le dis dans la quatrième de couverture de Moël, tu es un témoin de deuxième génération en quelque sorte. Oui, je suis non témoin témoignant. Voilà, donc c'est quoi cette position Eh bien, tu dois te douter que j'ai lu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Et au fond, c'était la relation du témoin direct avec en priorité des gens comme Primo Levi, Jean Améry, enfin, j'en passe. Et j'ai été toujours choqué qu'il n'y ait pas d'influence sur le langage. Je trouvais justement qu'il y avait un hiatus à ce moment-là, d'écrire comme avant-guerre. Ce qui n'est pas facile. Et une de mes préoccupations, j'avais lu aussi le livre de Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Je me disais, mais eux, ils ont su inventer une langue du mensonge, de la fausseté, et la Shoah n'a pas su inventer son vocabulaire propre. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer des néologismes. Pour que ces néologismes ne soient pas gratuits, c'était extrêmement difficile et j'ai abandonné. Mais ça a été un peu cette démarche. D'ailleurs, il y a 3 néologismes dans Moher. Il y a Moher, d'ailleurs, que depuis, j'ai mis au féminin, donc c'est la Moher, c'est pas le Moher, la Moher. Pour bien marquer que c'est un néologisme. La Moher, ben, c'est simple, hein. C'est le mot et l'air. Or, si on ajoute l'air au mot mot, on obtient le mot mort. Donc, ce néologisme était fait pour montrer une mort tout à fait originale, qu'on n'avait pas encore connue jusqu'à présent. Et c'est pour cela que j'ai créé la Moher. Un autre néologisme, ça a été shoarien, qui marchait bien, puisque ça marchait avec Schubert. D'ailleurs, ça suit Schubert, c'est Schubert. En contractant Shoah et Shoarien et Arien, Shoarien. Et le troisième, j'aurais aimé en trouver plus, c'est quadritète. Il y a ce mot quadritète qui, lui, est un mot objectif. Quadritète, poitrine de l'un sur la tête de l'autre. Et j'aurais bien aimé avoir le talent d'en découvrir plus. Parce que bon, là, il me semble que quand je mets le mot quadritète, je suis vraiment dans le cœur du sujet. Et en même temps, il y a une sorte d'humour qui se dégage de ces inventions, curieusement. Attendez. Oui, c'est la vie. La vie, ouais. Parce qu'on pourrait trouver ça assez pesant, et moi-même, des fois, je me dis,
à mes auditeurs et mes lecteurs, mais le fait même que ça existe, le fait même que c'est un gage d'énergie, de volonté de dépasser l'événement quand même, malgré tout. Dernier hiatus dont tu parles, c'est la biographie, parce que c'est un texte biographique, autobiographique, hiatus. Ce hiatus entre la vie et puis l'écriture. Donc comment tu le... Donc, tu as donné une petite première réponse à travers l'humour qui s'invite dans l'écriture. Comment tu arrives à jongler avec ça? Tout ça, c'était imprévisible, hein, et la biographie est partie pour faire minimum 150 pages. Mais c'est terrible, c'est que à un moment, ça implose. C'est pour ça que j'appelle ça la biographie implosée. C'est que les mots succèdent aux mots, et à un moment, le destin individuel éclate. L'histoire est passée par là. Il n'y a plus de destin individuel. Il y a la chape de ce qui s'est passé qui retentit sur la personne et qui la broie, quoi, qui fait que sous peine d'impudeur, on ne peut pas aller au-delà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta réponse. Bah, si tu réponds... en fait, tu n'es pas trop rentré dans le détail biographique, si ce n'est de manière allusive. Parce que tu penses que le destin individuel à ce niveau-là est petit par rapport à l'ensemble. J'y suis pour rien. Hein. Oui, oui. C'est pas de ma faute, c'est les événements qui l'ont fait. Mais ça se base quand même, pour ceux qui ont pu suivre, là-dessus se base quand même sur des faits biographiques. J'ai été brûlé quand j'étais très jeune, on m'a découpé un pullover, c'est la vérité. Et c'était une brûlure anticipée par rapport aux autres brûlures qui allaient survenir. Mon père, qui est né à Hanovre, a quitté l'Allemagne et il s'est engagé dans la Légion étrangère, française. Je ne parle pas allemand parce que mes parents n'ont jamais voulu que j'apprenne cette langue. Ça retentira, et je le regrette d'ailleurs, hein, j'aurais bien aimé apprendre l'allemand. Donc, il y a quand même des éléments à Marseille, mais ce sont des... Comme je te l'ai dit, le plus important pour moi, c'est le langage. C'est d'arriver à trouver la forme qui approche au mieux l'événement. Donc, si je commence... Alors, il y a deux solutions. On fait comme Zara Musique, tu vois. On fait comme Zara Musique, puis on montre un cadavre. Je ne sais pas si vous connaissez Zara Musique, c'est un peintre assez connu. Donc, on montre des cadavres. Et alors, on arrive à cette aberration que j'ai lue dans le catalogue consacré à l'exposition de Zara Musique au Grand Palais. C'est qu'il trouve que c'est beau. Il finit par dire, par retrouver, il interviewait et il finit par trouver une beauté à cet amoncellement de corps. Ça, pour moi, c'est insupportable. Je peux pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut des hiatus. Parce que si on arrive à s'extraire de tout ça pour aller vers l'œuvre d'art impassible, impavide. Il y a des choses auxquelles je ne souscris pas. Je ne le condamne pas. Mais ça je comprends. Oui, ce qui est très différent du débat sur la représentation réaliste ou non voilà. Dans le cinéma, c'est encore autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut inventer à la On suite connaît le de ça? fameux film de Pontecorvo, là, où justement il va dans le détail et finalement Serge Benet qui a beaucoup critiqué ses plans. On voit une déportée essayant de franchir un fil barbelé. Je crois que l'événement interdit par égard au film d'aller trop loin dans la précision. Il faut au contraire trouver des équivalents civilisés,
C'est ça, les équivalents qui soient des équivalents qui nous honorent. Je ne sais pas si j'arrive, mais, Oui, mais c'est ça. Et tu dis, il faut réinventer malgré ça. En fait, c'est ça la Oui, véritable. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est d'inventer quelque chose. C'est sur à cette partir erreur. de là, oui, essayer de créer. Et qui dit création, Voilà. dit germination, dit... Et refus d'une fascination quelconque Voilà, c'est ça. par rapport à l'événement. Déjà, je voulais qu'il y ait une présence de la langue allemande. Donc, il y a un épigraphe de Victor Hugo, magnifique, un extrait de Thierry. Ça a été traduit en allemand, de façon, et les notes aussi sont traduites en allemand, de façon à ce que la langue allemande joue le rôle d'un serre-livre pour le texte. Et cet épigraphe de Victor Hugo, que j'ai fait traduire en allemand, est extrait de Thierry. Le difficile, c'était de parvenir à mettre un certain espacement entre tant de sensations accumulées, pour que cette combustion des idées troubles, dite compréhension, puisse s'opérer. Il faut de l'air entre les émotions. Ici, l'air manquait, l'événement, pour ainsi dire, n'était pas respirable. C'est un texte, c'est un extrait vraiment admirable, et on voit que si justement on est dans l'art, il y a une perpétuation de l'écrit qui va bien au-delà de... Là, j'en suis fort, qui va bien au-delà, parce que quand on lit ce texte et que ça se rapporte au sujet de ce livre, c'est quelque chose qui est extrêmement émouvant. Donc, est-ce que tu peux expliquer, alors on va essayer de... C'est toujours très dangereux de mettre un peu de technologie dans ce genre de truc. vous voyez, il y a la table des matières. Pourquoi la table des matières? C'est une idée, c'est que nous sommes face à un peuple extrêmement civilisé et un peuple en plus de philosophes. Et lorsqu'on prend un livre en main, on peut savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, bien souvent on regarde la table des matières. Et d'ailleurs, on dit table des matières. Le simple fait d'ajouter l'article la table des matières prouve bien que le sens est quand même un petit peu modifié, il est élargi, et que les matières peuvent être de différentes sortes. Donc c'est une table de matière répétitive qui se développe sur chaque page de gauche. La caractéristique de cette table des matières, c'est que le titre du texte est en caractère gras. Si bien que si on manipule le livre en le feuilletant comme on fait d'un dessin animé, on voit ce déplacement à la manière d'un convoyeur de tous ces titres qui vont vers leur destination finale. En fait, c'est un livre animé, c'est un flipbook. Quoi. Oui, un peu dans cet esprit-là. C'est que si on le tourne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et ça, je tenais à ce que ce soit fait comme ça. Donc, pourquoi deux colonnes? C'est une allusion très nette à la sélection. D'ailleurs, au musée de l'Holocauste de Washington, il y a une œuvre de Richard Serra qui m'a vraiment très impressionné. Au milieu d'un escalier, il a fait un grand mur noir. Et les gens descendent cet escalier. Et par la force des choses, il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite. Et j'ai trouvé que, avec très peu de choses, là encore, il était vraiment dans la vérité. Donc, pour reprendre le texte de la partie droite, il y a toujours le reflet de la table des matières du verso. Et c'est ça qui est très important pour moi. C'est ce que j'appelle l'ombre portée, comme on l'a dit tout à l'heure. Si bien que quand on arrive aux 6 millions, parce qu'à un moment on arrive aux 6 millions, on a ce qui n'est pas une page blanche, mais une page avec de l'ombre. Et c'est assez visible, je ne sais pas si on arrive à le voir. Donc quand on tourne les pages, et ça j'y attache beaucoup d'importance, je dis toujours, il n'y a pas de page blanche dans
en Moher. Est-ce que tu peux nous expliquer au début les premiers poèmes C'est un jeu de mots. Oui. C'est un jeu de mots. À l'époque, je ne connaissais pas Perec, mais je pense que si j'avais pu le rencontrer, ça ne lui aurait pas déplu. J'ai fait dans cette recherche de néologisme pour décrire cette mort-là. Je ne sais plus trop comment est venu Moher. Et Moher, comme je l'ai dit, le départ, c'est comme du pelote de laine. Et le premier fil, c'est ces trois mots. Moher, mort. Et Moher, c'est ce qui relie le mot à la mort. Et j'ajoute qu'ils ont dû crier dans l'air. Parce que je pense toujours à leur dernier moment. Donc, à partir de là, le chemin est effrayé. C'est-à-dire que on va de déduction en déduction. Mot air, alors le mot air, hier, apparaît pour la première fois. Mort, laine, on conserve un petit peu le sens intérieur de Moher. Parce que la laine et son buffet, sa douceur, ça laine. Ensuite, le jeu de mots, la laine de la mort. C'est l'air du mot expiré dans l'intervalle entre voyelles et consonnes. Et ensuite, de fil en aiguille, les textes prennent de plus en plus de corps. Et donc, ça va, ça vient, jusqu'à ce que vous avez entendu, qui est vraiment un peu le coup de théâtre, entre jamais et toujours, peut-être, peut-être, et finalement, visuellement, on a la forme de rail, et d'autre part, à la diction, quand on prononce, on arrive à créer l'illusion d'un train. Et ça se termine, ça n'a pas été tellement dit, parce que cette partie-là, on n'a pas trop réussi, mais ça se termine par la suppression des voyelles de peut-être. Donc on se trouve avec PT et TR, un mot imprononçable. Parce que ils arrivent au terme de cette traversée en train, ils arrivent dans quelque chose qui est imprononçable, quelque chose de tout à fait inconnu. Et donc, on en a écouté qu'une partie, ça s'élargit de plus en plus. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que, alors, en fait, il y a quand même un peu deux versants, parce que pour le moment, on a beaucoup parlé de Moher et de ta biographie, mais ça apparaît dans le texte, on a peu parlé de ta mère, qui est très présente dans le texte autobiographique. Et j'ai l'impression que ta mère, c'est le versant banlieue de ton œuvre. C'est le versant métissage, c'est le versant, il y a quelque chose de beaucoup plus heureux, enfin, de plus... Une femme très jolie. Ouais, est-ce que tu peux nous... Mais ça transparaît. C'était une conteuse, c'était une femme... déjà, elle avait 5 enfants, elle nous a sauvé la vie, il fallait beaucoup de présence d'esprit. Elle avait la chance de parler russe et allemand. Donc le fait, Primo Levi l'a démontré, le fait de savoir l'allemand dans cette période, c'était vraiment extrêmement précieux. Donc elle a eu la présence d'esprit, que je ne pourrais pas détailler parce que je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Et d'une part, on a réussi, je suppose après le à franchir, à aller en zone libre, c'est quand même un peu mieux. À Marseille, notre père a été démobilisé, il nous a rejoints. Il a été arrêté à Marseille. Il a eu la présence d'esprit de tous ses enfants de partir en Ardèche. Et là, si vous allez au mémorial de la Shoah, vous verrez à l'extérieur
il y a toute une liste de noms de justes qui ont aidé les juifs pendant la guerre au péril de leur vie. Et il y a une liste assez impressionnante de centaines de noms. Et moi, je peux dire qu'on a rencontré des personnes, des humains, comme je les appelle, qui nous ont beaucoup aidés. Et on a été dans un petit village, on n'a jamais été venu ici. Et qu'est-ce qui te lie à la banlieue pour aller... Ma vie, parce qu'après j'ai vécu en banlieue. Tu as toujours vécu en... Tu es un banlieusard, un vrai banlieusard. C'est comme ça que tu te... Peut-être pas, mais j'ai pris beaucoup à une époque où j'ai écrit cela, je prenais le RER. Et ce qui me... Ah oui, il y a quelque chose de personnel. C'est mon fils s'est marié avec une jeune femme kabyle. Et donc j'étais amené à aller dans cette famille kabyle. Et je retrouvais la chaleur humaine qu'il y avait dans ma propre famille quand ma mère vivait. C'est cette façon de recevoir plein de monde, de faire ta couverte. Donc, je me suis intéressé à cela. Mais il y a quand même un peu, parce que ça commence par un petit détailleur, il y a aussi cette histoire de tag. Le tag, à condition qu'il respecte le support sur lequel il se place. Hein, je ne vois pas sur les murs du Louvre qu'on mette des tags. Mais par contre, pour moi, qui passais à une certaine époque tous les jours en RER devant des murs délabrés, je ne vois pas en quoi on pouvait dire que le mur délabré était plus beau que le mur recouvert de tags. Parce que souvent, ces tags avaient une certaine valeur artistique. D'ailleurs, maintenant, c'est repris par le marché. Donc, c'est peut-être ma connaissance de l'art contemporain qui a fait que j'ai commencé à avoir un regard différent sur... Je ne parle pas du casseur, je parle des tags. Et je me suis dit, au fond, si jamais vraisemblablement ça traduit un mal-être, je préfère les gens qui écrivent que les gens qui tiennent des fusils. Et le fait de traduire ce mal-être par l'écriture me semblait devoir être considéré et non pas rejeté. D'autant plus que, peut-être confusément, je sentais dans cette façon d'exprimer ce que moi-même je recherchais dans mon refus de la poésie poétisante. Je me disais, il y a quelque chose, alors je vais essayer de le traduire encore avec des mots.